Qui vous dit bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Aucun amphithéâtre réceptionné à ce jour à l'université Alioune Diop de Bambey. Contrairement à la déclaration du ministre, les infrastructures pédagogiques et sociales font toujours défaut. Des étudiants qui vivent dans la promiscuité, des conditions de travail et d'études très difficiles. La section SAES de l'UADB alerte et dénonce la mauvaise politique de la tutelle. Mohamed Ngom de la section SAES de l'université Alioune Diop de Bambey que nous écoutons avec Adam Ndiaye. La coordination SAES-UADB vient rétablir la réalité des faits. Contrairement à la déclaration du ministre, aucun amphithéâtre n'est réceptionné à ce jour à l'UADB. Il s'agit plutôt de la réfection d'une salle de 100 places et de la salle de 174 places communément appelée Petit Amphi. À la place des bureaux à construction rapide promis par le ministre, la coordination SAES constate simplement avec amertume l'arrivée de 5 conteneurs à marchandises de 40 pieds. Les infrastructures pédagogiques et sociales de l'université, de même que la ville, n'ont pas la capacité d'accueillir l'effectif actuel des étudiants. Par rapport aux conditions sociales des étudiants, la faible capacité d'accueil du restaurant occasionne toujours des files interminables et avec des dommages collatéraux comme le retard du démarrage des cours. À cela s'ajoute la promiscuité au niveau des logements d'étudiants qui est aggravée par la pénurie de logements dans la ville de Bambey. Au-delà de ces constats, les conditions de travail des enseignants et des étudiants risquent de perturber l'année académique 2019-2020 qui accuse déjà un grand retard dans l'effectivité des enseignements. Par rapport au projet du ministre d'augmenter l'effectif des étudiants jusqu'à 15 000, la coordination met en garde le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Ainsi, la mauvaise politique du ministre, sa communication maladroite, ainsi que le silence complice et coupable d'un recteur stagiaire qui n'a toujours pas encore rencontré la communauté, perd Bats, depuis sa nomination en juillet 2019, à l'image du ministre qui a fait un bref passage à l'UADB 10 mois après sa nomination. Ceci hypothèque dangereusement l'avenir de l'université Alioune Diop de Bambey, fait à Bambey le 11. Attention au tabac et à l'alcool, ils peuvent vous faire perdre votre voix naturelle à la suite d'un cancer du larynx. Pour votre survie, une intervention chirurgicale est possible, mais elle va occasionner des modifications dans la respiration, l'odorat et l'alimentation. La vie après l'acte chirurgical nécessite un accompagnement pour cette maladie peu connue. L'association sénégalaise des laryngectomisés et mutilés de la voix se mobilise pour informer, mais aussi solliciter un appui de l'État dans la prise en charge très coûteuse. C'était en collaboration avec le personnel soignant des Khady Diop. Perdre sa voix respirée par le cou après une chirurgie pour traiter un cancer du larynx. Ce patient raconte ce qui lui est arrivé pour que nul n'ignore que le tabac et l'alcool peuvent causer le cancer du larynx. Pour que sa voix soit audible un tant soit peu, il est obligé désormais d'utiliser un laryngophone. Écoutons maintenant le timbre de sa voix. Moi, je m'appelle Isaac Diop, j'ai 75 ans et je suis un malade de larynx. Il y avait eu une tumeur. Finalement, nous avons donc relevé l'abcès en disant que c'est le cancer du larynx. C'est par la suite que j'ai été opéré et j'ai suivi différentes opérations telles que la chimiothérapie. Et finalement, j'ai pas fait la radiothérapie parce que à l'état technique, la radio était en boîte. À 75 ans, on est en retraite. Regroupés dans l'association des laryngectomisés et mutilés de la voix, les patients bénéficient de l'appui des médecins traitants. Ces médecins reconnaissent que la prise en charge est coûteuse. Le docteur Falunion, interne des hôpitaux au service ORL de l'hôpital de Fann. Les difficultés qu'on a, c'est également par rapport à la prise en charge. C'est vraiment le volet chirurgical. Donc c'est les patients qui doivent faire après la radiothérapie et dans certains cas la chimio. Ça aussi c'est un autre volet qu'il faudra gérer. Mais surtout la réhabilitation, la réinsertion sociale. C'est des malades qu'on va opérer, qu'on va mutiler de leur voix, donc qui ne seront pas forcément vus dans la société comme des personnes ordinaires. Donc ça, il y a ce rôle fondamental également qui est important, ce volet de réinsertion sociale et également d'un soutien psychologique. Prévu ce jeudi, la journée portes ouvertes sur le cancer du larynx à l'hôpital de Fann a été finalement reportée à cause du coronavirus.
Ndeye Khady Diop, plus de 50 nouveaux cas de cancer du larynx chaque année à l'hôpital de Fann. La prévalence commence à inquiéter. Au-delà du tabac et de l'alcool, l'exposition au feu de bois et à la pratique de certaines activités en lien avec la communication sont incriminées. Par conséquent, les journalistes, animateurs, avocats et enseignants, entre autres, sont aussi exposés dans une certaine mesure. Dr Fallou Niang invite les journalistes et communicants et l'autre animateurs, avocats et enseignants à prendre leurs dispositions. Nous l'écoutons avec Ndeye Khady Diop. En termes de prévalence, au niveau mondial, le cancer du larynx, c'est le premier cancer ORL. En France, partout dans le monde. Maintenant, au Sénégal, il constitue le deuxième cancer, derrière le cancer de l'hypopharynx. Par rapport aux études universitaires qu'on a à réaliser, on a une incidence environ de 50 nouveaux cas par an. En 2019, on a eu 54 patients atteints de cancer du larynx. Et qui sont les plus touchés en général? Par rapport au terrain, c'est surtout le sujet de la cinquantaine, soixantaine qui est alcoolo-tabagique et avec une forte prédominance masculine. De manière générale, comme tous les cancers ORL, c'est un homme de la cinquantaine ou 60 ans qui est alcoolique, qui est tabagique, qui brutalement présente une difficulté à parler ou une dyspnée. La plupart du temps, c'est un cancer du larynx. Y a-t-il des professionnels qui sont exposés? Parmi les facteurs étiologiques, en dehors de l'alcool et tabac, les professionnels de la voix peuvent s'exposer à ce qu'on appelle les laryngites chroniques, donc une sorte de surmenage vocal. Ces laryngites chroniques aussi, à la longue, peuvent également dégénérer. À côté, il y a d'autres également travailleurs qui sont exposés, les dames qui travaillent avec les feux de bois ou bien qui préparent avec les feux de bois. Donc l'exposition chronique aux feux de bois aussi, ça fait partie des facteurs qui ont été énumérés. Ça fait être des musiciens, ça fait être des journalistes, ça fait être des enseignants, des avocats et autres, donc qui utilisent leur voix dans leur profession. Donc à la longue, s'il y a réellement une laryngite chronique qui est là, ça fait partie des facteurs incriminés. Mais le facteur le plus constant, c'est l'alcool et tabac. Sur le plan local, on a vu des femmes qui ont le cancer du larynx. Alors que dans la littérature, souvent c'est des formes très rares. Mais les études qu'on a eu à faire ont montré que l'exposition au feu de bois peut être un facteur de risque. À l'instant, Dr Fallou Niang du service ORL de Fann, interrogé par Ndeye Khady Diop. Un Sénégalais atteint du coronavirus. Il s'agit du tout premier cas d'un citoyen sénégalais. L'homme est rentré d'Italie ce 6 mars. Il est domicilié à Touba. Actuellement pris en charge à Fann, le Sénégal est à 3 cas confirmés puisque la patiente britannique est guérie. Toutefois, le ministre rappelle les mesures d'hygiène et de prévention. Amadou Moustapha Dian. Le premier Sénégalais atteint du coronavirus est un Modou qui a quitté l'Italie arrivé au Sénégal le 6 mars dernier. Âgé de 52 ans, il est résident de Touba. Actuellement, il est pris en charge au service des maladies infectieuses de Fann. Un cas suspect est déclaré positif au Covid-19. Il s'agit d'un Sénégalais résident en Italie, arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international Blaise Diagne. Il a consulté le mardi 10 mars 2020 au lendemain de l'apparition de ses premiers symptômes. Ce patient a immédiatement été prélevé et isolé. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann. Docteur Aloïs Diouf d'indiquer que le Sénégal en est à 3 cas confirmés, car le deuxième test de contrôle effectué sur la ressortissante britannique hospitalisée au service des maladies infectieuses est revenu négatif. La patiente est donc déclarée guérie et doit sortir d'hospitalisation dans les heures qui suivent. En conséquence, le Sénégal compte ce mercredi 11 mars 2020 3 cas positifs au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au respect des mesures d'hygiène et de prévention recommandées. Des mesures qui doivent être strictement observées selon ces Sénégalais qui réagissent après l'annonce de ce premier cas de Sénégalais atteints de coronavirus. ministère moo ko wax tey léegi nii. benn Sénégal bu jóge Italie. am na waaw loolu fagaru rek gën a fagaru set rek di raxasoo loxo daal di raxasu tant que setoo moom lu bëri mun na laa dal. Bon, c'est dommage c'est dommage. Mais par contre c'est ça qui manque au Sénégal. L'État il faut qu'il prenne des mesures. Mais actuellement si on parle rek avec les gens là, c'est ça qui nous manque des mesures. Les populations ils ne laissent que à leur merci. Signalons qu'actuellement toute la famille du Modou testé positif au coronavirus est placée en quarantaine.
Le patient est domicilié à Touba. À Touba, justement, les autorités médicales qui étaient déjà à pied d'œuvre ont renforcé le système de surveillance. La famille du patient est mise en quarantaine et l'identification des cas contacts se poursuit. Tout ici. Le dispositif qui a été mis en place a permis d'identifier le cas suspect au poste de santé où il a été isolé. Les tests étant revenus positifs, le médecin-chef du district sanitaire de Touba et son équipe ont suivi la procédure. Le patient, un homme âgé de 52 ans, venu d'Italie le 6 mars dernier, est actuellement interné au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar, selon Dr Mamadou Dieng, médecin-chef du district de Touba. Son état de santé est stable, rassure les autorités qui ont entamé la recherche et le suivi de cas contacts de J0 à J14 et à ce jour, toute la famille du patient est mise en quarantaine. Le district de Touba vient de bénéficier de l'appui de l'Institut Pasteur qui a dépêché une équipe dans la cité religieuse. Et le médecin-chef de préciser que le dispositif est renforcé et l'accent est mis sur la sensibilisation pour renforcer la prévention. Des sessions de formation seront entamées au profit de tout le personnel de santé, selon Dr Tien qui estime qu'il y a des ressortissants sénégalais vivant à l'étranger qui rallient le pays via les voies routières, ce qui peut exposer la population. Il appelle alors ces derniers à se signaler dès leur arrivée afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Dans les autres structures sanitaires de Touba, des dispositions sont prises. C'est le cas à l'hôpital Ndamatou où un comité de pilotage a été installé la semaine dernière et diverses activités sont menées. Selon le coordonnateur Dr El Hadji Ndiaye Diop, il s'agit essentiellement de la formation de tout le personnel entamé en début de semaine dans le cadre de la prévention, l'identification d'un site d'isolement, la mise en place de matériel de protection et de médicaments, ainsi que la diffusion des spots de sensibilisation au niveau des postes téléviseurs des salles d'attente. Il précise par ailleurs que le respect des règles d'hygiène standard permet à tout un chacun de se protéger contre le Covid-19. Touti Mbacké, Sud FM. Lancement du programme Yatal ce jeudi afin que chaque citoyen s'acquitte de son impôt. C'est ce matin que la Direction générale des impôts et domaines dévoile les contours de la nouvelle imposition fiscale. Le chef du bureau de la communication et de la qualité à la DGID explique les aspects pratiques du programme Yatal. Alain Paul Senil se nomme, il est joint par Bayou Margueil. La première chose, c'est que nous avons réfléchi et nous nous sommes rendus compte que l'impôt est trop élitiste au Sénégal. Il ne colle pas véritablement à nos réalités sociologiques. Cela se comprend parce que, si vous permettez une petite parenthèse historique, refuser de payer ses impôts pouvait apparaître comme un acte d'héroïsme à l'époque coloniale, parce que c'était justement un acte de refus de la domination du colon. Alors, nous avons hérité le système fiscal actuel de la colonisation et je crois qu'il y a un effort à faire de socialisation, si vous permettez, de l'impôt. Et pour cela, la principale démarche que nous voulons adopter, c'est de travailler avec nos ressorts sociologiques, nos ressorts culturels, les guides religieux, pour qu'il y ait véritablement une émulation à faire du civisme fiscal, véritablement une émulation, un acte de plénitude de la citoyenneté. Donc les moyens à déployer sont d'abord des moyens de communication, de dialogue et de partage, mais au niveau de la DGID également, ce sont des moyens pour que l'administration publique s'acquitte du devoir de redevabilité à l'égard du citoyen. Parce que, naturellement, on ne peut pas inviter les citoyens au civisme fiscal lorsqu'ils sont mal accueillis dans nos services, lorsque l'administration n'offre pas une qualité de service qui est à la hauteur des ambitions de ce pays. Donc, disons que c'est un dialogue de responsabilité que nous voulons instaurer, responsabilité de la part des pouvoirs publics au niveau politique comme au niveau administratif, mais également responsabilité au niveau du citoyen qui doit être le contributeur et le destinataire définitif de ce à quoi on utilise l'impôt, c'est-à-dire le financement des biens et services publics.
À l'instant, les explications du chef du bureau de la communication et de la qualité à la DGID à l'épaule Seine, c'est avec Baye Oumar Gueye. À Saint-Louis, un atelier d'échange a réuni ce mercredi les membres du comité scientifique pour l'inscription du riz au poisson sur la liste du patrimoine immatériel mondial. C'était en présence des représentants des communautés et sous la présidence du directeur du patrimoine culturel, qui se réjouit d'ailleurs du travail abattu par le dit comité Yves Tendeng. L'inscription du fameux plat sénégalais, à savoir le thiébou-diène, sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO reste une préoccupation majeure pour les défenseurs du patrimoine du pays. D'où cette rencontre tenue ici à Saint-Louis sous la présidence d'Abdoul Aziz Guissé, le directeur du patrimoine culturel. L'objet de cette rencontre est de mettre en application, en œuvre, une décision que nous avions prise l'année passée, à la suite de l'inventaire, d'engager l'inscription du thiébou-diène, qui est un art culinaire, sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, avec l'UNESCO bien sûr. Alors je pense que c'est important de revenir là, à Saint-Louis, travailler avec l'équipe d'inventaire qui est là. Une volonté également manifestée vivement par les communautés représentées à cette rencontre par Cheikhou Diakité. Aujourd'hui, c'est en ligne droite dans ce que nous avons déjà fait, les enquêtes sur l'inventaire du patrimoine. Cela va en ligne droite aujourd'hui pour pouvoir en fait inscrire le thiébou-diène sur la liste du patrimoine mondial. C'est une innovation aussi assez importante puisqu'elle permet aujourd'hui, étant donné que le thiébou-diène est une appartenance pratiquement pour tout le Sénégal, il nous incombe aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que nous puissions partager ces éléments de notre culture avec l'ensemble du monde. Le thiébou-diène reste ainsi un plat culinaire qui, d'après le coordonnateur du comité scientifique, a quelque chose de particulier. Docteur Massamba Gueye. Le thiébou-diène a ceci de particulier qu'au-delà d'être un art culinaire, il a permis un dialogue entre le Sénégal et le monde. Il y a partout dans le monde des cuisines ouvertes qui, pour marquer leur ancrage sénégalais, proposent le thiébou-diène comme plat de base. Aujourd'hui, tous nourrissent un grand espoir quant à l'acceptation par l'UNESCO de ce fameux plat du thiébou-diène comme patrimoine immatériel de l'humanité. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, parlons des séries de meurtres sur les femmes. Les Sénégalais dénoncent l'insécurité qui prévaut dans le pays. Il faut rétablir la peine de mort et scandent en tout cas beaucoup d'entre eux pour freiner la violence. C'est un reportage signé Adi Fatou Bari. Meurtre, barbarie, la série noire continue pour les femmes au Sénégal. Le dernier cas en date est celui du meurtre de Mariem Diagne, 25 ans, mariée et enceinte de 3 mois, tuée ce week-end dernier chez elle à Thiès. Un acte inhumain de la vie de ce jeune monsieur. En tant qu'humain, on ne peut pas cautionner un meurtre, que ce soit un homme ou bien une femme. Surtout une femme, c'est-à-dire tuer une femme, aujourd'hui, c'est mettre un frein par rapport aux naissances aujourd'hui. Parce que quand on tue une femme, on diminue le taux de natalité. Plus encore, ces meurtres montrent le degré d'insécurité qui règne dans le pays, mais pas que, puisque la question même de la lucidité des présumés meurtriers interpelle, poursuivent nos interlocuteurs. Il faut être sadique. Il faut être sadique pour pouvoir voir une femme enceinte de 3 mois et la poignarder à plusieurs coups de couteau. Il faut être sadique pour faire ça, c'est-à-dire le degré d'aine qu'on peut avoir pour en arriver là, c'est-à-dire c'est de la folie en fait. Ce gars, il doit aller être soigné, il doit suivre un psychiatre. En guise de sanction, il faut impérativement alourdir les peines, entend-il à l'unisson, pour freiner ce regain de violence. Donc là, je me dis qu'il faut juste appliquer de la peine de mort. Il faut reposer le débat de la peine de mort, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait peut-être la peine de mort, je sais ce qui va m'attendre si je tue une personne. Je sais que si je tue une personne, on va me tuer. Le Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes fait état de 21 femmes tuées en l'espace de 14 mois dans le pays. Une situation inquiétante et qui repose sur la table le débat sur la peine de mort tel qu'énuméré par nos interlocuteurs.
Adji Fatou Bari, 3 individus ont été interpellés dimanche dernier à Sarebala, village frontalier avec la Gambie. Des hommes arrêtés pour trafic de drogue, importation, exportation, détention et tentative de commercialisation d'espèces de faune protégée, rébellion et blanchiment. Le chef de la bande blessé a été acheminé à l'hôpital régional de Tambacounda. Les autres prévenus déférés au parquet par les sports. Présentation des trophées donc de l'équipe nationale des moins de 20 ans, vainqueur de la Coupe arabe édition 2020 et celles dames qui ont présenté les trophées remportés aux compétitions, tournoi donc UFOA et Coupe arabe à la Fédération sénégalaise de football. Beaucoup de distinctions ont été remises aux joueurs et joueuses. Compte rendu chez Biramandiaï. C'est sous ces applaudissements que les deux équipes nationales du Sénégal des U20 et dames ont présenté les trophées remportés respectivement en Arabie Saoudite et au Sierra Leone à la Fédération sénégalaise de football ce mercredi. L'équipe nationale U20 a remporté la Coupe arabe en Arabie Saoudite où elle a été invitée avec 13 buts marqués et 2 buts encaissés et s'est vue adjuger le titre de meilleur buteur. S'agissant des dames, elles ont remporté la Coupe de l'UEFA avec comme distinction Mama Diop, femme du match Sénégal-Guinée, Sénégal-Nigeria et meilleure joueuse. La femme du match, premier match Sénégal-Guinée, qui est Mama Diop, qui est internationale mais qui est à l'extérieur, qui n'est pas ici, qui sera représentée tout à l'heure par Céline Guisrec, présidente de la commission football des jeunes. Vous avez femme du match de la demi-finale Sénégal-Libéria, c'est toujours Mama Diop. Femme du match de la rencontre Sénégal-Cap-Vert, Habib Baldé. Et vous avez pour ce tournoi, avant le trophée, la meilleure joueuse du tournoi, c'est également Mama Diop. Tening Sen, meilleure gardienne du tournoi de l'UFOA. Man la Tening Sen, man nak meilleur gardien bi c'est la première fois man nek gardien bi équipe nationale titulaire. Yalla dogal né son premier match contre Gambie won ñu demande ñu répéter la même chose. Ma jël meilleur gardien diko santé Yalla bu baax. La meilleure joueuse en demi-finale Sénégal-Libéria ainsi que le trophée de l'UFOA Dames a été décerné à l'équipe nationale féminine. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, après avoir encouragé et félicité les deux équipes, a remis une subvention symbolique de 500 000 francs à chaque membre des deux équipes. Biramandiaï, justement, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a encouragé les deux équipes. Nous l'écoutons. Ce qui est important, c'est que vous nous êtes revenus avec ces trophées que vous venez de nous présenter. À travers mon humble personne, c'est à l'ensemble du comité exécutif de la fédération, à l'ensemble de la famille du football, mais aussi aux autorités sénégalaises que vous avez remis ces trophées, que vous êtes allés remporter de hautes luttes dans les pays où vous étiez. On a toujours oscillé entre le 8e ou 15e place sans jamais entrer dans le Gotha. Et aujourd'hui, c'est vous qui entrez, je dirais même presque par effraction, dans ce cercle restreint des meilleurs, parce que c'est ça qu'il s'agit. On peut jouer, on peut faire de bonnes performances, on peut marquer beaucoup de buts, mais ce qu'on retient généralement, et malheureusement aussi, parce que le football aussi c'est sa beauté qui fait que c'est populaire, on retient que ce qui remporte des trophées. Donc partant de là, vous êtes la génération qui ouvre les portes de l'histoire et donc vous êtes des historiques, il faut le prendre comme ça. Vous êtes les premières à gagner pour le football féminin. Et vous êtes une équipe jeune, vous êtes accompagné de joueuses d'expérience, mais qui sont encore jeunes dans les jambes, dans l'esprit. Mais globalement, ce qui importe, c'est le temps que vous avez devant vous, qu'on a maintenant. Et cette nouvel élan, où même le Sénégalais lambda, quand on sort, suit cette équipe, toutes les équipes, ces matchs, les gens les suivent comme si c'est l'équipe A. Donc ça, même les compétitions, donc c'est vous dire que les gens vous suivent, ça doit vous motiver davantage. Vous avez la vie devant vous, vous avez une carrière devant vous. Et puis, Ligue européenne des champions, 8e de finale, le Paris Saint-Germain a décroché hier son ticket pour les quarts. Les Parisiens ont battu le club allemand Dortmund, score au bout du tunnel 2-0. Et puis, les tenants du titre, Liverpool de Sadio Mané, éliminé. Les Reds ont été battus hier par l'Atlético Madrid, score 3-2 en faveur d'Atlético Madrid. Aujourd'hui, ou bien même,
Donc la semaine prochaine, vous aurez la rencontre Manchester City contre le Real de Madrid et Juventus de Turin qui va rencontrer Lyon de la France. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, Sud Nutrition. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Une réponse aux questions des auditeurs. Docteur Binchafek, bonjour. Bonjour Néhadi. Vous allez donc répondre à des questions d'auditeurs posées sur la page Sud Nutrition. Tout à fait, et nous allons commencer aujourd'hui par Djidjak. Alors Djidjak dit que sa fille de 10 ans n'aime pas prendre du lait au petit déjeuner et elle ne boit que du quinqueliba. Et que faire? Est-ce qu'on devrait en gros la forcer à prendre du lait? La réponse est que absolument pas. Il faut continuer à donner à sa fille du quinqueliba puisque c'est ce qu'elle préfère, sans compter que le lait peut provoquer des nausées, des vomissements chez certains enfants le matin ou même des adultes. Par contre, il faut essayer de lui proposer du lait par exemple au goûter dans l'après-midi ou d'autres formes de produits laitiers comme le yaourt, le lait caillé, au moins 2 fois par jour. Parce qu'à 10 ans, elle a besoin de suffisamment de calcium puisqu'elle grandit et la croissance est rapide à cet âge-là. Et les produits laitiers restent les principaux pourvoyeurs quand même de calcium. Alors après Djidjak, c'est avec Massata. Docteur, comment gérer la culpabilité que j'éprouve après avoir mangé de la pâtisserie? Alors, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Je demande vraiment à Massata de se rassurer. Il est tout à fait permis de manger une gâterie de temps en temps dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Et si on a un état physiologique qui le permet, bien évidemment, si on souffrait d'un diabète par exemple, je ne conseillerais pas de manger de la pâtisserie même de temps en temps. Mais si franchement on est en bonne santé globalement, on peut en manger de temps en temps. Ce qu'on déconseille, c'est de manger de la pâtisserie ou des gâteries régulièrement, plusieurs fois par semaine. D'ailleurs, il vaut mieux les manger de temps en temps quand on a envie que de trop se priver pour ensuite en manger beaucoup par frustration. Se gaver finalement. Exactement. Donc, encore une fois, il faudrait que Massata vraiment se tranquillise. La question de Malik, docteur, j'aurais bien aimé prendre pour résolution de ne plus consommer de bouillon cube, mais malheureusement c'est ma femme qui fait la cuisine et il m'est difficile de la convaincre. Alors ça, c'est la préoccupation de beaucoup d'hommes, ou en tout cas beaucoup de personnes qui ne contrôlent pas ce qui se passe dans la cuisine. Mais ce que je dirais à Malik, c'est qu'il faut avoir une conversation très sérieuse avec son épouse et non seulement lui expliquer les risques de santé qu'entraîne l'utilisation fréquente des bouillons cubes, mais le risque sanitaire qu'elle fait encourir à toute la famille, y compris ses enfants. Quand même, quand on l'explicite le fait que les maladies chroniques commencent à s'installer dans l'enfance, voilà, ça il faut le rendre très évident pour cette femme et peut-être que ça va la motiver. Et il faut lui montrer, partager avec elle sur internet les alternatives saines au bouillon cube. Et on en a parlé dans cette chronique. On a parlé des assaisonnements avec le nokos, comme on l'appelle en wolof, mais qu'on préparait avec des poivrons, avec des oignons verts, avec de l'ail et toutes les épices qui sont à notre disposition. On a parlé des bouillons maison où on faisait bouillir des os de bœuf ou de poulet ou de poisson pour ensuite mouiller nos sauces. Donc ça, il faudrait le voir pour concrètement donner une alternative à l'épouse de Malik. Et ensuite, dernière chose, je pense que ce serait bien qu'un jour où il n'y a pas d'invité dans la maison, il n'y a aucune personne étrangère, qu'elle fasse un test. Voilà, une fois qu'elle a identifié les remplacements de bouillon qu'elle pourrait utiliser, qu'elle prépare une bonne sauce et où elle utilise que ça, et objectivement évaluer ça et voir comment améliorer. Voilà, donc on ne peut pas demander à quelqu'un du jour au lendemain d'éliminer les bouillons sans pour autant donner d'alternative. Alors nous sommes avec Boubacar. Votre émission sur le dîner est très intéressante, mais que recommandez-vous aux hypertendus pour le dîner? Alors la réponse va être très courte. Je trouvais que cette question était importante parce que beaucoup d'hypertendus posent la question, mais la réponse est très courte parce que je conseille exactement la même chose qu'à tout le monde, un dîner équilibré avec les recommandations qu'on a données dans cette chronique, donc qu'il se réfère à la chronique du 13 janvier pour savoir comment l'hypertendu doit manger au dîner. Et nous terminons avec Sombel. Quelles sont les conséquences d'une consommation excessive de gingembre? Alors Sombel, je vais lui dire, le gingembre, on l'a vu, est en majorité composé de sucre. Il y a 70% d'amidon, de sucre, dans le gingembre. Et nous, dans nos préparations de gingembre, non seulement il y aura le gingembre avec tout son sucre, mais on va y rajouter du sucre en règle générale. Donc, ce que je dirais, c'est que le problème d'une consommation excessive de gingembre, c'est qu'on consomme de manière excessive du sucre. Et on a vu que l'excès de sucre dans notre alimentation n'était pas une bonne chose. Donc, à consommer avec modération. Et toutes les boissons sucrées, franchement, sont à consommer de manière irrégulière. Page Facebook. La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux. Posez-nous vos questions. C'est ce qu'on fait Djidjak, Massata, Malik, Boubacar et Sommel. Et comme je l'ai dit, proposez-nous aussi des thèmes. J'encourage vraiment nos auditeurs à le faire parce qu'on n'en voit pas souvent. Mais proposez-nous des thèmes qui vous intéressent. Et puis, sachez que toutes nos chroniques passées seront postées sur la page Sud Nutrition.